Bien, bonjour à toutes et à tous. Très bonne année, il est encore temps. Très bonne année à notre lab de la filière auto et merci Jean-François de l'animer. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître curieux que le lieu qui accueille l'ensemble des industriels de l'automobile qui sont en train d'essayer d'inventer l'automobile du futur se penche sur son passé. Glorieux, certes, mais sur son passé. Je sais qu'il est de bon ton de trouver tous les maux de la Terre à l'automobile. L'automobile, elle était hier trop polluante, elle devient trop lourde, elle est maintenant trop large, vous avez vu. Je ne sais pas ce qui nous attend demain matin. Oui, sans doute. Mais vous savez, il y a un adage, c'est que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. Eh bien, nous sommes fiers de ce passé parce que nous souhaitons y trouver précisément les sources de l'avenir. Et c'est la raison d'être de cette matinée. C'est aussi la raison d'être du partenariat que nous nouons de plus en plus avec ceux qui ont l'automobile comme passion. Parce que pour inventer l'avenir, il faut comprendre le passé. Et la France, qui a inventé l'automobile, qui a été une grande nation automobile au XXe siècle, elle est fière de ce savoir-faire unique, qui est venu bien sûr d'abord d'un service extraordinaire à destination de l'humanité, c'est-à-dire apporter la possibilité de se déplacer d'un point A à un point B en toute liberté, hein, qui est un vieux rêve de l'histoire de l'homme. Mais l'automobile, c'est pas que ça, c'est une passion. Et vous êtes dans la salle un certain nombre de passionnés. Tous ceux qui viendront, cher Romain, à Rétromobile dans quelques jours sont des passionnés. Ça peut être des passionnés de design, ça peut être des passionnés de silhouette, ça peut être des passionnés de technologie, ça peut être des passionnés d'histoire. Quand je vois à la FFVE tous les clubs qui existent, modèle par modèle, et nous pensons que c'est très important de s'inspirer de cette passion pour inventer l'automobile de demain. Et c'est ce que font aujourd'hui les constructeurs. Arnaud Belloni est ici pour en témoigner. En s'inspirant de grands modèles iconiques. Luca Di Meo est bien sûr un spécialiste en la matière, puisqu'il a officié chez un autre constructeur par le passé, mais il va surtout lancer cette année un modèle iconique qui va s'inspirer du passé, mais pour mieux inventer l'avenir et s'adapter à cette mutation historique que nous vivons aujourd'hui. Voilà, inventer l'avenir en étant fier de notre passé et en puisant la technologie qui a fait la grandeur de l'industrie automobile. C'est un peu notre volonté, c'est pour ça que nous avons souhaité vous rassembler ce matin. Merci à vous. Merci Luc. Le passé a toujours un futur. Voilà, c'est un très bon titre. Vous avez vu, c'est le sous-titre de l'affiche de Rétromobile. On va donc parler de ces icônes d'hier. On va voir si elles peuvent réenchanter l'automobile et aussi quels sont ces fameux codes esthétiques qui éclairent le design d'aujourd'hui. Je vais affiner un peu les présentations. Romain Grabowski, donc directeur du salon Rétromobile, créé en 1976, hein, ça a déjà 48 ans. Rendez-vous annuel des passionnés des véhicules de collection, 48e édition, du 31 janvier au 4 février, porte de Versailles, avec cette affiche. Alors là, on est au cœur du sujet. Parlez-nous de cette voiture extraordinaire. Exemplaire unique, hein, qu'on verra à Rétromobile. Oui, alors déjà, bon, je suis ravi d'être là. Merci pour cette invitation. On a décidé assez rapidement de traiter le centenaire d'une marque, en l'occurrence la marque MG. On a tout de suite été conquis par l'idée que ça pouvait être à la fois populaire, tout le monde connaît là une petite MGB, c'est encore des prix raisonnables, mais aussi on s'est dit on va aller chercher des modèles incroyables, jamais vus, oubliés, etc. Et on est tombé donc au British Motor Museum à côté de Birmingham sur cette EX 181, et donc qui a été pilotée à l'époque par Phil Hill et Stirling Moss et qui avait passé la barre des 400 km/h. On est en 1959. Hein, dans les années 50, avec un moteur de MGA un peu boosté quand même. Ouais. Ouais. Bon, on y reviendra. Mathieu Flonneau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, maître de conférence à Paris 1, historien de l'automobile, bien sûr. Vous avez un livre qui paraît le 15 février qui s'appelle « La fée automobile, 1890-1914 ». Vous êtes donc bien placé pour nous parler des origines de notre sujet, l'automobile à travers les plus grands écrivains. C'est une belle idée, hein, c'est comment les grands noms de la littérature ont parlé de l'objet automobile. Et puis évidemment Arnaud Belloni, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le grand patron du marketing mondial de Renault, Global Chief Marketing Officer. Oui. Et Renault est sans doute le grand initiateur du rétrofuturisme. Luc vient d'en dire un mot. La future Renault 5 prévue donc cette année, on la découvrira le 26 février au Salon de Genève. Sans oublier la future Renault 4, ça sera l'année prochaine, et la future Twingo, ça sera en 2026. Mathieu Fleuneau, je vais peut-être commencer avec vous, l'historien. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit ce retour, j'allais dire, du rétrofuturisme. Ou est-ce qu'il y a eu déjà des séquences? Oui, il y a eu des séquences. Et le vintage est lui-même vintage, c'est-à-dire qu'on le réinvente régulièrement. Toutefois, là, il y a quand même quelque chose qui n'échappe à personne, c'est-à-dire qu'il y a des recompositions géostratégiques, géopolitiques mondiales autour de l'objet automobile. Et le recours à l'histoire, et j'en dirai un mot peut-être un peu plus long tout à l'heure, mais le recours à l'histoire d'être sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas une gaz marketing, ce n'est pas simplement un argument nostalgique, ce n'est pas un sous-produit, le recours à l'histoire, il faut le faire sérieusement. Et je pense que là, dans la révolution, à la fois chez les constructeurs établis et chez les nouveaux entrants, et somme toute, l'image que Romain vient de commenter est très pertinente, parce que tout le monde le sait. La MGB n'a pas grand-chose à voir avec les nouvelles AMG. Et tout l'enjeu, il est là. Il est de conserver ce qui a été rappelé hier au vœu Mobiliance, c'est-à-dire la nécessité d'un réarmement français, européen, qui passe par l'histoire. Qu'est-ce qu'on va voir en rétromobile, en gros, on reviendra en détail tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va voir comme modèle marquant cette année 2024, qui peuvent d'ailleurs nous inspirer pour notre sujet? Je ne veux pas spolier Romain. Romain, oui, c'est Romain, oui. Il faudrait la matinée pour tout vous raconter, mais on va célébrer déjà Rétromobile, au-delà du véhicule de collection. Je crois qu'avec les années, le salon est devenu le salon de la passion automobile, déjà. Donc, on va avoir évidemment 97-18% de véhicules de collection, mais on va même se permettre, parce que c'est le thème du jour, d'aller sur des reveals. Alors, on aura évidemment, je ne sais pas si je peux dévoiler. Non, sur Renault, je ne dirai rien. On a le spécialiste. Alors, sur les autres marques. Voilà, je ne dirai rien. En tout cas, on a chez les Allemands Golf qui va venir célébrer les 50 ans avec les 8 générations et qui vont nous amener quasiment en avant-première aussi la Golf 8 restylée. On va avoir sur un thème aussi contemporain Sébastien Loeb qui sera là le mercredi, qui va venir nous dévoiler donc, de chez Dacia son tout nouveau prototype pour le Dakar 2025. Donc voilà, là vous allez me dire, on est plus sur la collection, mais je vous rassure, sur la partie collection, il y aura de quoi faire avec le centenaire de l'autodrome UTAC Linas Montlhéry, et je remercie Isabelle qui est là et qui travaille depuis un an sur le sujet. Le centenaire de la marque MG, également une très belle rétrospective sur le Paris-Dakar, qui a ses origines en France, à Paris, et on fait revenir un bivouac, entre guillemets, dans la capitale, et puis une multitude d'autres choses qui sont prévues au programme. Alors, le stand MG, parce que les Chinois, propriétaires d'MG, en 2024, ont pris un stand à Rétromobile. On célèbre le centenaire de la marque. Et effectivement, assez rapidement, qu'on s'est lancé dans ce centenaire. Et nous, on l'a fait parce qu'on a été approché par le MG Club de France, qui est un des plus gros clubs en France de collectionneurs automobiles. Assez rapidement, le constructeur désormais chinois nous a approchés en nous disant « oui, l'histoire du centenaire nous concerne, elle nous intéresse ». Et du coup, ils ont décidé de venir prendre un stand également sur Rétromobile. Mais on verra les nouvelles MG, celles que l'on commence à voir un peu version chinoise, ou est-ce que nous aurons, outre la sublime voiture qu'on vient de découvrir, nous aurons des MG de toutes époques? La règle qu'on s'impose à Rétromobile, c'est de raconter des histoires. Et ces histoires, elles sont ancrées dans le passé. Donc, le stand sera, comme tous les autres stands des constructeurs, je parlais de Golf, il y aura 8 véhicules et il y en aura 7 de collection et un véhicule moderne. Chez MG, ce sera pareil. Ils vont faire une rétrospective des Roadsters de l'époque et ils vont terminer avec leur nouveau Sideburster, je crois, etc. Mais donc, il y aura vraisemblablement sur leur stand, je crois, 6 ou 7 véhicules et un véhicule sera moderne. Et moi, je reste à l'aise parce que je ne veux pas non plus que le salon soit passéiste et que ce soit complètement « c'était mieux avant » et désormais, on met tout à la poubelle. Voilà, donc j'aime bien l'idée que les histoires continuent et de tirer ces fils jusque dans le passé, juste dans le présent, pardon, voire même sur des sujets futuristes. Alors Arnaud Belloni en est l'illustration, bien sûr. En quoi la prochaine Renault 5, prévue donc pour dans quelques semaines, vous dites c'est la Renault emblématique du futur. Ce sont vos propres termes. J'ai dit ça? Oui, vous l'avez dit.
La Renault emblématique du futur. D'accord. Ah, faut assumer. Hein. Oui, oui. Ah, non, mais la voiture, elle est. Vous savez, je trouve que ce qui est intéressant dans le métier qu'on fait, c'est que, bien que bien sûr des gens ne nous aiment pas, on fait partie de la culture populaire. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. C'est-à-dire que quand on est petit, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille, on est très sensible assez rapidement à l'automobile. De même qu'aux bateaux, aux avions, aux vélos, à toutes ces choses-là, parce que c'est intriguant. Voilà. Et donc l'automobile fait partie de la culture populaire. La Renault 5 fait partie de la culture populaire. On regardait les chiffres ensemble juste avant la réunion. On a vendu 5,5 millions de Renault 5 première génération. Si on rajoute la Super 5, soi-disant un échec, je me suis replongé dans les chiffres, ça fait 9 millions quand même. Hein. Avec la R5 Turbo. Ouais, et alors, bon, il y avait peu d'exemplaires, mais on est à plus de 9 millions, c'est énorme. C'est-à-dire la 4L, c'est 8,1 millions. Oui, mais Voilà. la Clio, vous en avez vendu beaucoup plus. 16. Voilà, 16 millions. Parce que et la la Clio n'est pas une icône. Oui, parce que la Clio, alors il y a une petite, c'est une nuance que j'aime bien expliquer, mais non, qui intéresse personne, hein, mais c'est que, en gros, il y a des icônes et il y a des sagas. Ouais, Donc, on va y revenir. Une icône, c'est une voiture à qui il est arrivé quelque chose. C'est-à-dire, soit on l'a arrêtée brutalement, il n'y a pas eu de successeur, et elle a elle-même été un succès, ou un énorme échec. Tu te souviens, Xavier, de la SM. La SM, c'est une icône incontestable. Personne ne le démentira dans cette salle. Pourtant, c'est un énorme échec commercial. Je pense que le Concorde est une icône, mais c'est un échec commercial. Bon, après, grâce au Concorde, on a fait d'autres choses. Grâce à la SM, on a fait autre chose. Et donc, du coup, on peut différencier les icônes et les sagas. Donc, les icônes s'interrompent et reviennent. Fiat 500, Coccinelle, Mini, il y en a plein. Hein. Je ne suis pas historien, donc je ne veux pas piquer votre job. Et puis après, il y a les sagas. Alors les sagas, elles continuent. Donc Clio, 5 générations, Golf, plusieurs générations. Et là, ce sont d'énormes succès, mais elles n'ont pas atteint ce statut. Si vous voyez, s'il y a un panthéon de l'automobile, je pense que la DS y rentre, la 2 chevaux y rentre, le Type-H y rentre, les Staffettes y rentrent, la Renault 5 y rentre, la Renault 4 y rentre, la Mini y rentre, le Defender y rentre. La Ford Mustang, pardon, ouais. il rentre. Je suis un peu moins spécialiste des voitures américaines. Il rentre. Jeep, probablement, il rentre. La Wrangler, il rentre. Mais tout le monde n'y rentre pas. Voilà, c'est comme ça. on va y revenir. Arnaud Belloni, la dernière Renault 5, elle est sortie en 92 des chaînes de Billancourt. La dernière, hein, il y a 32 ans. Est-ce que c'est le bon calendrier? 30 ans, c'est bien pour se relancer? Alors en fait, oui, plutôt pas mal, parce que la première, c'est donc 72. Donc moi, j'ai 56 ans. Je me rappelle, c'était la voiture de ma maman. Je pense que l'âge moyen de l'achat d'une voiture neuve en France, c'est 56 ans. Grâce au gouvernement, c'est plus jeune là depuis un mois. Mais grosso modo, c'est ça, c'est 56 ans. Donc 56 ans, c'est le bon moment, quoi. C'est plutôt le bon moment. Alors après, est-ce qu'on prend le début de la voiture 72 ou sa fin? C'est encore mieux pour sa fin que pour son début, ouais. mais c'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment. Luca De Meo vous a dit oui tout de suite quand vous êtes arrivé et que vous avez dit il faudrait. Non, moi, j'ai rien dit. En fait, c'est lui. Faut être très honnête là-dessus. Déjà, il faut être très honnête sur l'histoire. La voiture, elle était sous bâche. Elle existait. C'est-à-dire que les gars du design, ils avaient imaginé une voiture qu'ils ont présentée aux équipes précédentes de management, qui ont dit mais ça ne marchera jamais. Et phrase qui a été reprise dans une pub Renault en 98. Et en fait, Luca est arrivé, donc bien avant moi j'y suis pour rien, il a dit c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, à partir de là, ils ont repris la voiture, ils l'ont un peu élargie, ils ont retravaillé cette voiture-là. Et effectivement, moi, quand je suis arrivé, je me rappelle d'une réunion assez marrante où Luca me teste un peu, il me dit qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, il faut changer le logo, il faut sortir la R5, il faut sortir la R4. Il me dit, c'est bon, tu peux partir, c'est déjà fait. donc je suis resté. Mais en gros, il avait déjà pris la décision. Alors, il faut rappeler que c'est lui, Luca De Meo, quand il était patron de Fiat, l'ancien, à la grande époque italienne, qui a relancé la Fiat 500 en 2007, avec le succès que l'on connaît et qui est aujourd'hui décliné en 500 électriques. Les ingénieurs design, enfin les gens qui travaillent sur le design chez Renault, ils ont dit oui tout de suite, c'était passionnant, c'était attractif. Je pense que si on avait constitué une équipe spécifique
Ce qui peut arriver dans les entreprises, Steve Jobs avait fait ça sur un de ses projets. Si on crée une équipe spécifique, je pense qu'il n'y avait plus personne qui travaillait sur le reste. Et tout le monde voulait travailler là-dessus. Donc, oui, tout le monde est absolument euphorique. La voiture, elle déchaîne absolument les passions. On fait n'importe quoi sur la voiture, ça marche. Je fais des produits dérivés, ils se vendent en masse. J'ai fait, vous savez, le petit circuit là, électrique. Voilà. La voiture est dedans. J'ai vendu 4000 circuits. Je veux dire, j'ai pas encore vendu une voiture. J'ai vendu 4000 circuits. Les miniatures, j'en ai déjà vendu 20 000. Tout ce que l'on fait sur la R5 marche, ce qui veut dire qu'on a raison. C'est exactement ce que les gens attendent. En fait, vous savez, la phrase de Luca, elle est simple, elle est bonne, elle est teintée de grande lucidité. Il dit pourquoi. Alors, il ne le dit pas aussi vulgairement que moi parce qu'il est très poli, mais en gros, c'est pourquoi on s'emmerderait à faire une voiture que les gens ne veulent pas alors qu'on peut leur donner la voiture qu'ils veulent. Ouais, bah, je crois que c'est la définition du marketing, en fait. Absolument. Et donc, moi, j'ai travaillé, ça fait 34 ans que je suis dans l'automobile. J'ai travaillé dans pas mal de groupes, italiens, français. Partout où je suis passé, il y avait des icônes. Partout. À chaque fois que je suis passé dans une marque, j'ai demandé, j'étais assez proche à chaque fois du haut management. Donc, à chaque fois, j'ai dit, mais pourquoi on ne sort pas cette voiture? Parce que faut pas. Alors, il faut rappeler, vous ne pouvez pas le dire, vous, parce que vous seriez en porte-à-faux, mais vous avez travaillé chez d'autres constructeurs auxquels vous disiez il faut faire ça, c'est-à-dire du rétrofuturisme pour quelques modèles, et on vous riait au nez. Oui, alors c'est pas. On vit bien les choses, hein, c'est pas grave. C'est Citroën, voilà. Ouais, non, mais quand vous étiez chez Citroën. Moi, j'étais là dans la salle pour les 100 ans de Citroën, vous m'aviez fait intervenir. J'adore la marque, j'aime bien les gens de chez Citroën. C'est trop facile d'essayer de nous diviser, ça marche pas. Moi, je les aime beaucoup. Hein, voilà. Et j'aime encore beaucoup cette marque. De toute façon, j'aime toutes les marques dans lesquelles j'ai travaillé. Clairement, la 2 chevaux, on la sortait demain. On la sort demain. On la sort après-demain. C'est un énorme succès. La DS? Bah, pareil. Et la SM, pareil. Et le typage, pareil. Il n'y a pas de question à se poser. Quoi. Alors, on reviendra tout à mais l'heure. Bon, je sais que vous ne communiquez pas sur vos objectifs, mais il y a aussi, évidemment, il faut gagner de l'argent, il faut vendre des voitures. Donc, est-ce que vous allez gagner votre pari? Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mathieu Flonneau, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, l'historien, de voir finalement ces grandes différences de stratégie et de regard? Parce que Carlos Tavares, il n'en veut pas du rétrofuturisme. C'est clair, chez Stellantis, à part la reprise de cette Fiat 500, qui date encore une fois de Luca De Meo, aujourd'hui, chez Stellantis, le rétrofuturisme, on n'en veut pas. Alors, ces constats actuels, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais il y a non, mais eu tellement de choses. Juger, non, mais il y a eu tellement de choses dites à l'instant par mon voisin qui sont vraiment très intéressantes. La distinction entre la saga et l'icône, évidemment. Mais tout ceci est adossé au mythe de l'automobile. Et celui qui en a parlé le mieux, c'est quand même Roland Barthes, qui en 1957 prenait la Citroën DS. Ça s'appelait. Dans les mythologies, et justement, la phrase est trop connue, je ne l'aime plus, mais finalement, il est bon de la reciter de temps en temps. Et donc, il dit, je cite, pardonnez-moi, ça va être 10 secondes de tunnel, mais je crois que l'automobile est l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Et c'est cette magie-là que permettent de retremper finalement le retour sur le devant de la scène de modèles, effectivement, avec une dimension un peu blue jean. François Roudier, qui avait conçu pour cette séance une image à partir de l'intelligence artificielle, c'est très étonnant parce que l'image, elle fait ressortir beaucoup de blue jean, des pattes def, quelque chose de gai, quelque chose qui est très proche des voitures à vivre, un ancien slogan de Renault, mais sur lequel finalement on peut s'accorder parce que toute la passion automobile française, ce qui la distingue du côté peut-être un peu plus distant, mais très chic, aristocratique de la passion automobile britannique, ou du côté plus ingénierial de la passion automobile allemande, c'est la convivialité. Et donc nous, on sait faire des voitures conviviales, on sait faire des voitures qui attachent le public à quelque chose qui investit en elle, de l'ordre de la croyance, effectivement. Et vous parliez, parce que c'est quand même un point important, ce sont des voitures innovantes. La Renault 5 est peut-être une voiture innovante. Mais il y en a une cette année, Jean-François, je termine, parce qu'il y en a une qu'on n'a pas citée, mais chez ces Citroën, les 90 ans, de l'attraction. De l'attraction.
Et là, c'est vraiment le début du mythe parce que ça fait le biais. Oui, mais là, on n'est plus sur le même calendrier. Vous voyez, la DS, ça a 50 ans, 60 ans. Oui, mais etc. peut-être que c'est une idée à glisser. Absolument, oui, absolument. Romain Grabowski, il est sceptique. Romain Grabowski, à Rétromobile, on verra des voitures anciennes, etc. Est-ce qu'on verra des voitures rétro-futuristes? Oui, on en verra parce que bon, le sujet a été extrêmement bien traité il y a quelques secondes, mais je pense que dans la période qu'on traverse, qui est une période compliquée, hein, inutile voilà, on allume les infos, c'est compliqué. Je pense que tous autant qu'on est, on aime se réfugier dans le passé, dans des belles histoires. Voilà. Et Rétromobile, moi, on a travaillé d'arrache-pied toute l'année avec l'équipe pour que on n'ait pas seulement les plus belles autos, parce qu'on a un positionnement qui est clair, on ne veut pas être les plus grands, on veut que ce soit le plus beau salon. Et on a travaillé d'arrache-pied pour avoir les plus belles autos, les plus belles images d'archives, parce que quand vous transposez une image d'époque, etc., ça évoque beaucoup de choses, et d'avoir des témoignages aussi de personnes qui vont être là pour raconter des histoires. Donc oui, il y a du rétrofuturisme parce que tous autant qu'on est, on aime aller chercher dans une ER5, dans une 4L. On a, surtout en France, alors je suis moi-même collectionneur et en plus de Renault, mais quand je sors mes autos, il ne se passe pas une sortie sans qu'on me dise « Ah, j'ai une histoire, ma tante, mon grand-père, etc. » Et puis, donc voilà, ça c'est vraiment ancré dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça, je pense que les constructeurs ont tout intérêt à aller chercher ces éléments, à aller les ressortir pour réveiller des choses chez les gens. Et pour répondre à votre question, pardon, je me suis un peu éloigné, mais oui, on aura typiquement le combi avec Volkswagen utilitaire qui va présenter, bon, c'était déjà le cas l'an passé, mais l'ID Buzz avec toutes les sagas du combi. On a parlé de la Golf. On aura chez Renault aussi pas mal de choses, mais une fois de plus, je ne veux pas m'aventurer parce qu'il y a évidemment le spécialiste à ma droite. Et voilà, donc oui, on va trouver ce genre de véhicule à Rétromobile. Alors, on va voir quelques images de ces voitures qui reviennent pour nous séduire et pour évidemment être vendues. Arnaud Belloni, il faut parler de la Renault 4, ça sera l'année prochaine. Mais la Renault 4, vous me disiez, en Colombie, c'est une icône. Ils sont dingues de la Renault 4. C'est pas le cas partout. Non, c'est sûr. Je pense que les gens ne savent pas dans la salle, mais la première marque en Colombie, c'est Renault. Moi, je ne savais pas quand je suis arrivé. Et j'ai vérifié, je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est logique, il y a une implantation industrielle de longue date. Et donc, la star, toute catégorie, c'est la Renault 4. La Renault 5 n'a même pas été commercialisée, je crois. Et la Renault 4, ils l'appellent El Amigo Fiel, l'ami fidèle. Et on a fait un spot de marque pour montrer notre amour, l'amour de la marque Renault aux Colombiens l'année dernière. Et dans le film, il y avait la Renault 4 et la voiture est une icône, on peut le dire. Et là, ils vont la reprendre. Du coup, on va la recommercialiser en Colombie. Alors, attendez, c'est bien celle qu'on voit en haut, c'est-à-dire avec ce côté baroudeur, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de… Non, ça, c'est le concept… voilà. Je crois qu'on l'a montré à Paris. Hein. Ouais. Oui. Si on l'a montré à Paris il y a 2 ans, ouais. La caisse est à peu près la bonne. Oui, oui. C'est un petit SUV, quoi. Non, c'est pas un SUV. Ah, c'est pas un SUV. La taille, la hauteur, la taille du rond, tout ça est anachronique. Mais en fait, on a rendu hommage au 4L Trophy. En fait, si vous voulez, la culture populaire, c'est ça. C'est quand vous perdez votre voiture et que le peuple s'en saisit. Le 4L Trophy, c'est exactement ça. C'est-à-dire que… Qui existe encore. Bien sûr. Les étudiants s'approprient le mythe, le font vivre. Nous, on n'y est pour rien. On ne finance pas, on ne l'organise pas, on ne l'a pas demandé. Ça vous échappe. C'est ça. Ça, c'est la vraie réussite. Je peux vous dire que quand ça vous arrive, vous n'y êtes pour rien, vous applaudissez et surtout, vous ne faites rien. Donc, on a rendu hommage au travail de tous ces jeunes qui font vivre la 4L. Et puis, la voiture sera normale, pas du tout un SUV. Donc, plus proche de la 4L originelle. Plus proche esthétiquement, oui. Ouais, très proche même esthétiquement. Moi, j'ai vu encore hier, j'ai vu la version finale. Alors justement, j'ai félicité Gilles, je lui ai dit franchement, là, c'est vraiment la voiture que moi je connais, j'ai appris à conduire. Puisqu'on parle design, qu'est-ce que vous avez demandé à vos ingénieurs? Qu'est-ce que la direction de Renault a demandé à ses ingénieurs? Vous travaillez sur quoi? Sur le look évidemment, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la voiture aussi? Est-ce que c'est… moi, Jean-François, je vais pas… Le moins possible, je sais. Non, surtout, je ne vais pas vous répondre à un truc que je n'ai pas fait. Donc, je vais vous dire ce que je connais, parce que je n'ai pas donné d'instructions aux ingénieurs, je ne fais pour rien. Oui. Donc, il y a deux
je trouve que c'est assez intéressant comme sujet. Il y a deux aspects dans le traitement des voitures à dimension historique. Il y a le néo-rétro, qui correspond en gros à la première période, c'est-à-dire en gros, on ressort la Mini, on ressort la Fiat 500, la Coccinelle, c'est-à-dire on fait des voitures qui sont nouvelles, mais qui rendent hommage à un véhicule iconique. Donc c'est essentiellement de l'esthétique, il n'y a pas tellement de techno. Et puis il y a une nouvelle étape qui est en train de venir, c'est qu'on se sert des codes du passé pour construire un truc très moderne. La Renault 5, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a deux époques. Il y a néo-rétro et rétro-futur. Néo-rétro, c'est la première époque. Rétro-futur, c'est celle de maintenant. Et rétro-futur, c'est-à-dire que les R5, c'est ça. Quand vous prenez les R5, si vous faites le fameux jeu des 7 ou 12 erreurs, en fait, qui est plutôt le jeu des 12 ou 7 points communs, vous avez un peu de phare avant qui viennent de la vraie R5, de la première. Vous avez des montants de phare qui reviennent plutôt celles de la Super 5. Vous avez des hanches qui sont plutôt celles de la Turbo. Vous avez une planche de bord qui a un mélange de la TS de 72-74 et de la Turbo. Et en même temps, la voiture est bardée de techno. C'est-à-dire qu'un choix radical, elle n'existe pas en essence, elle n'existe pas en hybride. Alors justement, Elle est-ce que 100% l'électrique, ça a été un moteur pour le rétrofuturisme chez vous? Je termine, Jean-François, Oui. et après je réponds. Elle est 100% électrique. Deux, il y a un avatar. Elle a un écran qui est connecté avec le Google Automotive Services, qui te permet d'avoir un Google Maps en temps réel, mais surtout de parler à ta voiture et la voiture te parle. Tu peux donner des ordres à la voiture par la voix et tu as accès à un store qui permet, excusez-moi d'être un peu technique, mais de télécharger plein d'apps en tout genre, des apps utiles. Ça, c'est Google, c'est votre partenariat avec Google. Et sans ce partenariat, la voiture, elle peut pas. On peut recharger les produits grâce. La voiture peut réinjecter de l'électricité dans un réseau, que ce soit une maison ou un objet. C'est assez. C'est une voiture très moderne. Elle est bardée de techno. Elle n'est pas passéiste. Elle est très Et vous moderne. allez me vendre cette voiture à moins de 30 000 euros? Oui. Comment vous faites? Je m'arrêterai là. Ah, oui, d'accord. Non, ce qui est très intéressant aussi, du coup, j'ai pas répondu à votre Oui. question. C'était quoi la question d'avant? Je ne sais plus. Moi non plus. Non, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça, je pense, c'est important pour il y a quelques journalistes que je connais dans la salle, et puis pour Luc, évidemment, pour tout le monde ici, puis pour les Français. La bonne nouvelle, en fait, c'est que toute cette production de véhicules iconiques et de véhicules électriques est localisée en France. C'est assez. Maubeuge et Douai. Donc, à Douai, Mégane, qui est déjà en fabrication et qui est un gros succès, Scénic, qu'on s'apprête à lancer, R5, donc, également, la future R4, et tous nos véhicules utilitaires électriques sont aussi fabriqués en France. Je pense qu'il faut le dire, ça se sait pas, ça se sait mal, pourtant on le dit, je sais pas, les gens oublient d'entendre ou d'écouter. J'ai retrouvé ma question. C'est très important. J'ai retrouvé ma question. Est-ce que l'électrique a été un moteur dans cette affaire, si j'ose dire? Est-ce que s'il n'y avait pas l'électrique, l'obligation de passer à l'électrique et la transition vers l'électrique, vous auriez quand même tenté l'aventure? Alors, je ne suis pas un spécialiste, il faudrait poser la question à des ingénieurs. Gilles Leborgne, par exemple, pourrait y répondre bien mieux que moi, mais moi, je connais vraiment rien en technique. Moi, je suis un grand romantique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pub, le design, la couleur de la voiture, les équipements, les accessoires, les salons. Voilà. Mais ils m'ont dit, c'est plus facile de réinterpréter le passé avec l'électrique. Parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes Alors pourquoi? liées au powertrain. C'est-à-dire moteur, emplacement, boîte de vitesse, etc. Et même maintenant, il y a une grande miniaturisation de plein d'objets dans la voiture. Par exemple, les blocs de clim sont tout petits aujourd'hui, alors qu'ils étaient énormes avant. Donc on peut réinterpréter plus facilement des voitures que l'on croyait complètement impossibles à refaire. Donc l'argument qui consistait à dire celle-là on ne peut pas la refaire pour des raisons techniques, aujourd'hui probablement on peut les refaire. Donc ça bon, je vois qu'il y a des gens qui acquiescent, je n'ai pas dû dire une trop grosse bêtise. Je pense qu'il faut vraiment donner la parole aux ingénieurs là-dessus pour qu'ils nous expliquent ça, parce que c'est un... Je vous refile une question. C'est un bon sujet, ça. Je rappelle que vous êtes le patron du marketing monde de Renault. Vous n'avez pas parlé d'Alpine. Non, parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais effectivement, voilà un bon exemple de néo-rétro, de rétro-futur. Moi, j'en ai une à titre perso, donc j'aime beaucoup la nouvelle. Hein. Oui, c'est clair que, enfin, soyons clairs, le coup de génie, c'était de repartir du modèle mythique, celui qui a été champion du monde des rallyes. C'est évident. Ouais. Et en plus, ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est trahir l'histoire. Il ne faut pas mentir.
C'est-à-dire que la voiture, elle est légère, elle est agile, elle est puissante. C'est une voiture il y a des gens qui font de la course avec, moi j'en fais pas du tout, ça m'intéresse pas, mais c'est une voiture de gentleman driver. Et donc, moi, en l'achetant, soyons clairs, j'ai acheté la voiture dont je rêvais quand j'avais 8 ans. Ouais. C'est tout. Mathieu enfin, honnêtement, c'est tout. C'est la seule raison. Hein. Non, mais parce que pour moi, elle est fidèle au modèle que... Sur l'Alpine dont vous parlez avec passion, évidemment, ça dépasse le marketing. Parce qu'il y a un objet formidable. Et le meilleur ambassadeur de cet objet formidable, la nouvelle Alpine, c'est celui qui a été champion du monde des rallyes avec l'ancienne Alpine. Et j'organisais, quelques-uns étaient dans la salle ce jour-là aussi, en Sorbonne, une conférence avec Bernard Darniche récemment. Bernard Darniche est venu nous présenter sa saga de négociant en virage, comme il dit, de quelqu'un qui ramenait toujours la voiture, qui ne conduisait pas de façon latérale, donc qui évitait les dérapages, même s'il en a fait beaucoup, enfin qui tâchait de les contrôler le plus possible pour ramener sa voiture. Et là, il y avait un trait d'union, parce qu'il a évoqué l'Alpine, mais il a évoqué également, on aurait pu en parler, et évidemment, ça fait partie du paysage général de l'écosystème du rétro, la marque Gordini. Et ça n'a pas aussi bien marché, parce que précisément, il n'y a pas un produit emblématique derrière qui a été porteur d'une simple signature marketing. Et donc là, c'est bien l'épaisseur historique qu'il faut mesurer. Si on n'a pas un produit d'ingénieur à la fin, et j'y connais pas beaucoup plus, mais le côté romantique de l'objet me parle plus, évidemment, le récit qui va avec, comme tu dirais Romain, mais cette dimension, elle est très claire. S'il n'y a pas le substrat réel, qui n'est pas quelque chose pour influenceur, hein, c'est vraiment l'usage d'un concept historique décliné en produit réel, ça ne marchera pas. Effectivement, il faut que ça marche. Et on peut souhaiter à la R5 de marcher. Romain, est-ce que le fait que l'âge moyen du parc, je crois, est passé en 20 ans de 7 à 12 ans, est-ce que ça joue ce vieillissement général dans les comportements d'achat, dans le parc, dans le regard qu'on porte sur l'auto finalement? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre, mais... Si, vous êtes un passionné. Merci. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Derrière, il y a une équation économique où effectivement, acheter, on voit bien l'inflation, on voit que c'est bon, voilà, les agriculteurs sont pas loin, donc on voit bien qu'il se trame quelque chose quand même dans notre société. Et donc, je pense que des gens gardent plus longtemps leur auto tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en racheter de nouvelles. Ça, c'est une première chose. Et après, je pense qu'il y a un deuxième... ça change le regard, on s'habitue au vieillissement oui, aussi. Et après, je pense qu'il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de gens, et à Rétromobile, c'est vraiment on a fait il n'y a pas longtemps un communiqué, et on aime dire qu'on est l'épicentre de cette passion, où il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leur auto, c'est tout. Peu importe ce qu'on peut nous dire dans les médias, c'est sale, ça pollue, ça fait de la fumée, etc. Ok, très bien. Mais les gens aiment leur auto, et puis accessoirement, quand on est parisien, on peut avoir des solutions alternatives, même si elles sont un peu compliquées. Quand on est en campagne, je veux dire, l'auto, c'est pour emmener les enfants à l'école, c'est pour aller... c'est pour aller travailler. C'est pour vivre, tout simplement. C'est tout, c'est juste pour aller travailler, quoi. C'est la vie, quoi. Et le président de la République l'a redit. Et évidemment, il faut faire un pont entre Rétromobile et le mondial de l'auto. Il faut que Paris, qui a cet héritage sur les épaules, sache le valoriser. Il est impensable de désarmer et de perdre ce qui était non seulement une dimension... certes, historique, moi je l'entends ça, et en général c'est l'archaïsme qui revient, mais non, c'est du patrimoine, c'est quelque chose à valoriser au sens des patrimoines fonciers. Et ce que vous disiez, ce que Romain vient de dire, sur les abandons de souveraineté, parce que c'est là aussi le cœur du projet. Hier, ça a été redit par Francis Bartholomé, le nucléaire, l'agriculture, bien sûr, on s'en rend compte aujourd'hui. Enfin, moi j'ai toujours dit que le mondial, c'était une réplique, à certains égards, du salon de l'agriculture. Il ne faut pas perdre cette dimension populaire. Absolument. Arnaud Belloni, qu'est-ce qu'on verra au mondial à la fin de l'année? Alors, le mondial... Alors, d'abord... On verra la Renault 5, évidemment. Important, localiser notre outil de production pour les véhicules électriques en France. Et deux, ne jamais scier la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire, les Américains disent ne jamais insulter sa feuille de paye. Si vous voulez, nous, notre filière, notre métier, on l'aime. Donc, quand il y a un salon, on y va. C'est super important. Même si des fois, on n'est que 4. Du coup, c'est notre salon. Bon. Donc là, on sera à Genève. Je pense qu'on sera 4. Et on sera à Paris. Et là, on sera nombreux. Donc, à Paris, on y présente. Donc, on est très fidèle au salon automobile parce que, savez-vous que les salons automobiles remplissent l'équivalent de stades.
Un samedi de mondial de l'automobile, c'est 100 000 personnes. Un dimanche, c'est 110, 120 000. C'est donc plus qu'un stade. Hein. Le Stade de France, c'est 85 000, je crois. Donc c'est énorme, le succès populaire est énorme. Donc, alors qu'est-ce qu'on va y montrer? La Renault 5, bien sûr, puisque en fait, ça sera le lancement Donc officiel. ça sera la reine sur le podium, là, on verra Non, d'abord. elle aura une copine qui sera Renault 4, et puis elle aura une petite copine qui sera Twingo. Ah, les trois, vous mettez les trois. trois. Nos trois icônes. Ouais, bah, c'est pas neutre. Icônes. C'est-à-dire que les trois stars du rétrofuturisme Renault Voilà. seront mises en avant. Ouais, enfin, j'ai pas encore dessiné le stand, mais grosso modo, il y aura les trois icônes. Ça, c'est la Twingo. Hein. Ouais, et on aura, vous la connaissez. Non, mais d'accord, mais la La nouvelle. Et puis on aura des la surprises. définitive. Des surprises dont je ne dirai rien. Et on sera là, très présent. Toutes nos marques seront là, y compris Mobilize, avec la petite Duo et Bento, une petite voiture 2 places électriques sans permis et avec permis. Vous continuez à y croire à cela, hein, au passage. Hein, c'est pas pour le sujet, coup, mais... alors j'y crois. Non, mais Et puis on ne peut pas dire que le contraire. Twizy, tout ça, J'ai lancé dans une autre vie bon. une autre petite voiture électrique sans permis qui marche vachement bien. Bon, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'avais dessiné, mais par contre j'ai lancé, donc j'y suis un peu quand même pour quelque chose. Non, j'y crois bien sûr parce que justement dans ces fameux contrées reculées dont je suis un petit peu originaire en Charente-Maritime, quand on veut aller de Méché à Royan pour emmener ses enfants à l'école, il faut une voiture. Le bus, il y en a, mais pas tout le temps. Je voudrais votre avis à tous les trois. Donc on a besoin d'un peu toutes les formes, donc des voitures 2 places, des voitures 4 places, des voitures électriques, des voitures plus traditionnelles. Non, la voiture a un très grand avis. Je voudrais votre avis à tous les trois, vous les passionnés et les connaisseurs. Pourquoi aucun constructeur asiatique ne croit au rétrofuturisme? Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de Japonais. Il y a d'ailleurs... Mais c'est technique, c'est parce qu'il faut une histoire. Il y a eu. En fait, alors, les Japonais ont une histoire. Ouais. Ils font des... Le Land Cruiser est de 1951. Ouais, voilà, mais eux, ils l'ont fait. Hein, ils ont fait un Land Cruiser version moderne aux USA. Aux US. Hyundai commence à faire du resto mode, c'est un peu technique, mais du resto mode à partir de la Pony. Donc il commence. Et puis il y a des sagas même. Mais il faut la une Mazda, histoire. Mazda Miata, tout ça, ça existe quand même. Bah oui, c'est une saga ça. Alors les sagas, je pense, si je peux justement. me permettre aussi sur le sujet, alors c'est uniquement le sujet japonais que je maîtrise parce que dans une précédente vie, j'ai beaucoup bossé avec les japonais. Je pense qu'il y a vraiment un aspect culturel. C'est que le japonais, pour le coup, il identifie comment c'est ancien, c'est obsolète. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les japonais sur des projets notamment de compétition. Et dès que les modèles, il n'y a encore pas si longtemps, dès que le modèle, il avait fait 1 ou 2 saisons, etc., ça partait au pilon et on n'avait plus rien à faire. Et voilà. Et donc, ils n'étaient pas du tout dans une démarche de préservation. Il fallait passer à autre chose, c'était le futur, la prochaine technologie, etc. Donc, je pense que pour les Japonais en tout cas, et je ne parlerai pas d'autres pays asiatiques, il y a vraiment un aspect culturel qui est ancré chez le japonais, qui est vraiment différente de notre façon de faire. Et les Chinois, on n'en parle même pas, puisque les Chinois, par définition, n'ont pas d'histoire automobile, c'est ce que vous nous dites. Moi, j'ai travaillé 5 ans et demi en Chine, je travaillais même pour des joint ventures. Oui. En fait, oui, c'est une histoire récente, mais attendez, ils rencontrent aujourd'hui de tels succès qu'ils vont forcément à un moment donné commencer à dessiner des voitures originales. Et il est tout à fait probable, certain même, que certaines de ces voitures rencontrent de gros succès, et il n'est pas interdit que certaines de ces voitures deviennent soit des icônes, soit des sagas. Je veux dire, il faut regarder tout ça avec beaucoup de tranquillité et de calme, mais c'est vrai qu'il faut, pour faire une saga, il faut une histoire. Oui. Alors, Ou pour faire une icône, il faut avoir... vous prenez les constructeurs américains, à part Ford avec la Mustang, qui est ressortie, qui est électrique, qui joue vraiment son statut. Et le Bronco. Et le Bronco, qui est déjà plus niche, encore un peu plus. Bref, aucun constructeur américain se lance là-dedans. Il y a des sagas, la Corvette. Oui. Des toutes petites sagas, quoi. Hein. Comment est-ce qu'on explique ça? Peut-être qu'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas répondre, mais peut-être qu'on en oublie. Oui, certainement. Parce que nous, on ne connaît pas tout de l'Amérique. On n'a pas tous les modèles américains en Europe. Hein. Non, mais au final, c'est le patron qui décide. C'est-à-dire que c'est Luca De Meo, c'est Carlos Tavares, c'est la patronne de GM qui décide au final. On en fait ou on n'en fait pas. C'est le principe du patron. Oui, c'est ça. Hein, S'il décide bien, ça va. Oui. S'il décide mal, Oui. on est tous solidaires. Quelle est la saga qui vous parle le plus, Mathieu Flonneau? Fiat, on en a parlé. La première Fiat, c'est 1936. Hein. Ça s'est arrêté en 57, relancé en 2007, on l'a dit.
Il y a saga Porsche 911. La 911, elle date de 1963. Elle a 61 ans. La saga Range Rover, 1970, le premier Range. Le Range d'aujourd'hui est à peu près dans la ligne. La Golf, Romain en parlait, 1974. Et puis, alors, au positif de Stellantis, si j'ose dire, il y a la saga 205 quand même. On va fêter le 40e anniversaire de la GTI cette année, 205 GTI, mais on a eu 206, 207, on a aujourd'hui 208. On est sur des sagas là. Vous êtes d'accord? Ah bah complètement, mais je ne veux pas passer mon tour de parole sur le point de la Porsche. Oui. Parce qu'il y a un musée qui adosse l'innovation Porsche et l'histoire de l'innovation Porsche. Vous allez à Stuttgart, je me souviens, ça m'avait fasciné, et Robert Poinard dans la salle est là. J'en dirai un mot de plus d'ailleurs, parce qu'il y a une inspiration là. Et un trait d'union entre le passé, le présent et le futur, auquel il faut croire, et il faut se réarmer historiquement, patrimonialement, pour se donner les moyens. Je pense l'avoir dit, c'est sérieux comme sujet. Et Porsche prend très au sérieux le sujet. Et lorsque vous rentrez dans le musée Porsche à Stuttgart, vous avez die Philosophie 911. La philosophie 911. Là, vous vous dites, il joue quelque chose quand même derrière ce beau. Il se joue du Barthes, il se joue de la mythologie. Et évidemment, la réinterprétation stylistique, jusqu'à l'essai électrique, mais enfin, même jusqu'au mythe de la voiture autonome. Mais enfin, Porsche a bien dit, on va garder le volant quand même. Il y a des éléments, voilà. Il s'agit de les investir, mais profondément, avec passion. Oui. Ça reste quand même des objets très chers. Ce sont des Porsche. Bien sûr. Ce sont des accomplissements. Bien sûr. Et là, il n'y a pas besoin de trop de publicité non plus. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas crier l'excellence d'une Porsche. On la connaît, on la voit, et puis on la voit évoluer. Donc oui, c'est typiquement, à mon sens, et les autres constructeurs, mais avec l'Alpine, on y touche, hein, parce que l'Alpine a été rivale. Voilà, on y touche, mais ce sont des éléments où il y a du concret, il y a du solide. C'est pas du marketing. Et à la fin, ça peut devenir une publicité qui gagne. C'est quasiment la même voiture depuis 63, hein, sauf la technologie évidemment. Qu'est-ce qu'on va voir comme Porsche 911 à Rétromobile? Eh bien, Rétromobile, donc on a Porsche qui nous accorde de nouveau sa fidélité. Donc on est très heureux de l'avoir, parce qu'effectivement, si on parle de passion et de collection automobile, je pense que c'est une marque évidemment emblématique. Et du coup, cette année, ils vont célébrer les 50 ans de la Porsche Turbo. Et 50 ans, 74. Déjà, 50 ans, oui. Donc ça sera un beau stand et un stand... Ils ont un très beau stand. Alors, je peux vous donner le nombre de mètres carrés, 246 mètres carrés, si ça vous intéresse. Mais voilà, non, ils ont un très beau stand sur le thème donc du turbo. Et ce que je trouve habile aussi, alors c'est peut-être un sujet, je ne sais pas qui va peut-être arriver, mais ce que je trouve habile, c'est la façon dont ils ont, et d'ailleurs aussi, c'est l'essence même de l'aventure Peugeot-Citroën, c'est la capacité d'un constructeur de travailler avec son ou ses clubs. Et donc Porsche, quand ils viennent sur Rétromobile, ils ont 2/3 du stand qui leur est destiné, et ils accueillent gentiment leurs petits camarades du club Porsche de France. Et je trouve que c'est essentiel parce que, comme je le dis souvent, on entend tous les jours le mot influenceur. Alors, il est utilisé pour les Instagrammeurs, les YouTubeurs, etc. Mais je trouve que dans l'automobile de collection, l'influenceur de la première heure, pour le coup, c'est le collectionneur. Et ça, je trouve que c'est brillant quand un constructeur arrive à collaborer avec ses clubs, la façon dont c'est fait par certaines marques. Est-ce qu'on verra des voitures rétro-futuristes qui ont disparu aujourd'hui? J'avais noté la Passer, je ne sais pas si on se souvient, American Motors, Passer, ça ressemblait à une soucoupe volante. C'est 1975-1980, un fiasco commercial absolu, mais un objet inouï qui a d'ailleurs été transformé au cinéma, enfin montré au cinéma à plusieurs reprises. Alors, ce type de voiture, vous allez nous les proposer? C'est une bonne question. Alors, on a plus de 1000 voitures. Je suis au courant de quelques têtes d'affiche. On aura vraisemblablement des Ferrari extrêmement rares et beaucoup de choses. Donc ça, j'ai les infos parce que derrière, il y a des questions de douane avec des montants astronomiques. Donc ça me remonte. Sur une Passer, je ne sais pas. Je sais typiquement qu'on a un partenaire média qui s'appelle News d'Ancienne, qu'on aime beaucoup. C'est un site internet. Ils animent ça avec beaucoup de passion. C'est génial. Ils vont faire gagner une Renault Fuego aussi, un modèle qui a disparu de chez Renault, qui évoque des souvenirs. Donc voilà, je suis au courant de quelques petites anecdotes, mais sur la Passer, je ne sais pas. Et la Renault 14 en forme de poire. Maurice Lévy en était très fier. Ouais. Ça n'a pas été un triomphe, mais bon. Il y a un ouvrage automobile, Atrocities, qui recense quelques-unes, la Pacer y est, la Fuego y est. C'est très faux, parce que même la Renault 14 a été un succès commercial. Oui, la Renault 14. Oui, en dépit. Non, et surtout, elle était assez innovante, en fait.
Ouais. Elle était, aérodynamiquement, c'est une des premières qui a intégré les pare-chocs plastiques dans le prolongement de la carrosserie. Avant, ça sortait, c'était moche. Non, mais... Arnaud Belloni, est-ce que l'échec de l'Avantime, tout le monde s'en souvient, dans les années 2000 chez Renault, finalement ne valorise pas votre démarche? C'est-à-dire que l'Avantime, par définition, ça renvoyait à rien. Ouais, je vais essayer de. C'est bien, c'est marrant comme question parce que en fait, ça va me permettre de faire un. Je vais y répondre, mais de faire une petite explication parce qu'il faut pas caricaturer. Le débat, il est assez intéressant. Moi, j'aime bien ce débat, mais il faut pas que ça résume. Faut pas que ça devienne une sorte de. Que les gens sortent de la salle et se disent l'automobile, c'est simple, hein, c'est que de réinterpréter le passé. Non. En fait, c'est pas ça. En fait, l'enjeu, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est de pourquoi se priver d'offrir aux gens la voiture qu'ils veulent, ça serait dommage. Malgré tout, ce qui est intéressant pour nous, c'est de dessiner, d'imaginer les futurs succès. Donc, il y a une énorme place à l'innovation design, stylistique, etc. Sauf qu'il ne faut pas faire l'innovation pour l'innovation. Il ne faut pas faire le design pour le design. Ouais, on gagne des concours avec ça, mais on n'en vend pas. Bon. Donc, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Moi, j'aime beaucoup Patrick Le Quément. Je ne veux pas qu'on caricature. C'est le père de l'Avantime. Je ne veux pas qu'on caricature mes propos. C'est trop facile, vous voyez. En plus, c'est super facile d'analyser le travail des autres 20 ans après. Je m'en garde bien, quoi. Moi aussi, j'ai fait des campagnes de pub nulles. Et puis, j'en ai fait des biens aussi. Mais c'était une voiture extraordinaire. Mais moi, je vais vous dire, quand je l'ai vue, la voiture, j'étais chez Renault. J'ai vu le même jour 3 voitures. Et après, j'ai démissionné. Donc, j'ai vu la Laguna, la Velsatis et l'Avantime. Mais l'Avantime, j'y croyais. J'y croyais. Pourquoi? Parce que c'était Parce que révolutionnaire. le concept, d'abord, la voiture, elle était vraiment très intéressante. Elle était plus haute que les autres. À l'époque, les SUV n'étaient pas à la mode. Et elle avait quelque chose d'avance. Elle était extrêmement à la française, c'est-à-dire, il y avait un choix de mettre 4 sièges, hein, si je me souviens bien. Donc à l'arrière, c'était extrêmement confortable. Et stylistiquement, elle était, je pense, assez intéressante, audacieuse, mais acceptable pour le grand public. Et je dirais qu'elle aurait pu être un énorme succès si elle avait été probablement plus fiable. Ce n'était pas tellement un problème de design. Mais il n'y avait aucun code esthétique qui renvoyait au passé, on est bien d'accord. Non, justement, c'est un truc. Voilà. Ça aurait pu devenir. Ouais. Est-ce que c'est en train de devenir une icône? J'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt, je ne pense pas. C'est un véhicule de collection, en tout cas. Mais en tout cas, je sais que c'est une très belle cote en collection, que les clubs sont très dynamiques. Moi, à titre perso, pourquoi pas un jour en avoir une de collection. Je trouve que... Mais en gros, l'idée, c'est de continuer à inventer les sagas de demain ou les icônes de demain. Et ça, moi, je connais l'avenir de Renault. Je connais la gamme de Renault. Je l'ai vu. J'ai encore vu hier au Technocentre. Il y a des trucs qui ont le potentiel pour devenir soit des sagas, soit des icônes. Donc, ne résumons pas l'automobile au néo-rétro ou au rétro-futur. Évidemment, c'est le débat, donc c'est normal qu'on en parle, mais le caricaturer pour n'en retenir que ça, ce ne serait pas honnête. Alors justement, vous annoncez 10 nouveaux modèles cette année, en 2024, hein, c'est bien ça, Renault? 10 nouveaux modèles, dont les 3 rétro-futuristes dont on vient de parler. Les 7 autres seront des... Oui, alors ils ne sont pas tous en 2024, mais oui, on lance, ça débordera un peu. Là, cette année, on lance Scénic, on lance un modèle qui est une surprise, on lance Rafale. Ouais. Voilà, c'est inédit. Hein. Rafale, ça, à part le nom Bien sûr. qui rend hommage au Renault Caudron Rafale. Voilà. Donc oui, la plupart sont des modèles inédits. Il y a une chose qui m'a beaucoup surprise quand on s'est parlé avant pour préparer la table ronde, vous m'avez dit, dans notre métier, il faut être assez instinctif. C'est vraiment le fait d'être instinctif qui fait un bon patron du marketing ou ça concerne tous les métiers? Vaste débat. Ça dépend à qui vous posez la question. Mais disons que, égoïstement, moi, je pense qu'il faut être extrêmement instinctif. Je pense que... Mais c'est partout pareil. Mon père était pilote de ligne et quand il me faisait voler sur son propre avion, pas de ligne, le week-end, il m'expliquait, ne pilote pas aux instruments. Il m'engueulait. Il me disait, regarde dehors, regarde le ciel, regarde le vent, regarde la fumée dans les champs. Tu comprendras d'où vient le vent. Et c'était un très très bon pilote. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait la technique, mais il travaillait à l'instant. Dans mon métier, je pense dans beaucoup de métiers, il faut maîtriser la technique, mais il faut s'en libérer
pour retrouver l'instinct. Je pense que c'est à peu près dans tous les métiers pareil. Et moi, je ne fais rien qui me soit guidé par un cabinet de consultants ou même une agence. En général, je travaille main dans la main et c'est l'instinct qui crée l'idée ou c'est l'intuition qui crée la… Et justement, Mais l'intuition, c'est 34 ans de métier. sans dévoiler, À 20 ans, mon intuition était merdique souvent. sans dévoiler des secrets d'entreprise, vous travaillez main dans la main avec Luca De Meo et ensuite vos décisions, vous les faites appliquer par le patron du design, etc., par toutes ces équipes. Non. Non. Le Expliquez. plan produit, je n'y ai rien à voir là-dedans. Enfin, c'est important parce qu'après, sinon, on pourrait me taxer de m'approprier des choses que je n'ai pas faites et ce n'est pas le genre. Le plan produit et le design, c'est vraiment quelque chose qui sont faits par des gens de stratégie, l'équipe directe de Luca et les designers. Il se peut, je pense que c'est arrivé pas mal de fois que des patrons, et c'est pas arrivé avec Luca là, mais que des patrons n'aient pas demandé quelque chose et que les équipes le fassent et le proposent. Ça m'arrive tous les jours. Luca ne me demande aucune de mes campagnes de pub. Je l'ai fait, je lui propose, il me dit « Ah ouais, c'est bien ». Fabrice, parce qu'on ne parle pas de Fabrice, on parle beaucoup de Luca, mais il y a un patron chez Renault qui est Fabrice Cambolive, oui. qui est quand même le mec avec qui je bosse tous les jours. Je lui propose une idée, il me dit « Vas-y ». Donc les designers, parfois, font ça. Mais moi, je n'ai rien à voir dans le fait d'avoir décidé tel produit, ni son design, même pas un phare. Éventuellement, le logo et le nom, mais pas au-delà. Par contre, la pub, la mise en marché… Et la pub, vous mettez le paquet sur les 3 voitures dont on vient de parler. Hein. Oui. Grosse campagne cinéma, oui, campagne télé. Oui. Mais écoutez, il faut que l'œil s'habitue, il faut… Il y a un peu de rééducation à faire, c'est-à-dire que la Renault 4, il y a des jeunes dans la salle. Le monsieur à casquette qui m'a l'air assez jeune, pas sûr qu'il ait connu la Renault 4, sauf s'il est fan d'auto. Il ne l'a pas vu, en tout cas, dans son enfance. Ça, c'est sûr que non, à part en collection. Et la Renault 5, pareil. Donc, il faut pas être arrogant, c'est-à-dire qu'il faut dépoussiérer un peu la poussière qu'il y a autour du cœur, et puis le cœur se remet à battre, et là on se dit « Ah, mais je l'aime, cette voiture, c'est vrai, je me souviens ». Et puis après, on va taper fort. Alors, avec ces icônes, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ça vous coûte moins cher en marketing. On ne dit jamais ça. Oui. Elles sont connues, les gens les aiment, ils ne savent plus pourquoi, mais ils les aiment. On leur rappelle pourquoi ils les aiment, ils disent « Ah ben oui, je les aime ». On les lance, c'est des succès, et après on arrête de marketing. Ça n'a parce jamais… que c'est parti. C'est ce qui s'est passé. Moi, je faisais partie des équipes France au lancement de la Fiat 500, j'ai un peu bourlingué. Je peux vous dire, on a reçu un coup de fil de Turin qui nous dit « Vous arrêtez le marketing, on a 1 an d'attente à l'usine ». Bon, on a arrêté. Vous parlez de 2007, le lancement de la nouvelle 500. 2008, le lancement un de la jour, nouvelle… on a eu un coup de fil, on a arrêté de dépenser de l'argent en marketing. C'est bon, les gars, vous avez réussi votre coup. On a 1 an d'attente à l'usine. Et là, sur Renault 5, quel accueil pour l'instant? Ah, l'accueil est très bon. On a 30 000 personnes qui se sont mis en liste d'attente de la voiture. C'est beaucoup, hein. Et je ne sais pas où ça va nous mener, mais écoutez, par instinct, c'est bon. Vous ne voulez pas parler de vos objectifs, je le sais, mais il faut les vendre, ces voitures, quand même. Oui, mais je ne suis pas trop inquiet. Vous allez les vendre. Vous êtes serein. Je ne suis jamais serein, mais je suis un anxieux. J'ai plus d'ongles. Mathieu. Je me lève à 6h du mat. Mais globalement, non, écoutez, j'ai quand même lancé des voitures vraiment ratées. Lesquelles Allez, c'est l'heure de vérité. Je peux vous dire que celle-là, elle est vraiment réussie. L'avantage, vous y étiez. Bon. Non, j'étais jeune, mais je n'ai pas lancé. Mais j'en ai lancé aussi des très réussis. Là, celle-là. Et il y en a 2, 3, je sais qu'elles sont très réussies. Alors, de laquelle êtes-vous le plus fier? De toutes. Non, franchement, je ne veux pas. Même des trucs ratés, je suis fier. Ouais. Non, j'ai adoré. Non, mais là, à titre personnel, oui. J'ai adoré ma période Skoda parce que. Il faut rappeler que vous avez été Skoda, Fiat, Citroën, Renault. Il fallait quand même vendre des Skoda en France, quoi. Et dans le monde entier. Vous avez travaillé dans le monde entier. Hein. Ouais. Et longtemps en Asie. Un peu, ouais. Et donc les Skoda, c'était quand même pas simple, mais les bagnoles étaient vraiment bien. Donc c'était passionnant cette époque-là. Moi, j'ai appris vraiment le métier-là. Fiat, je suis rentré chez Fiat en juin 2004. Franchement, s'il n'y avait pas la famille Agnelli derrière, le truc déposait le bilan. Hein. Et on est reparti de rien. Et en plus, tout le monde nous détestait. Je crois qu'on n'avait plus beaucoup de fans. Pourtant, hein.
Oui, pourtant, il y a quand même Ouais. des icônes là aussi. Donc, on a fait, donc, je pense, collectivement un travail assez sympa. Et puis, bon, évidemment, j'ai eu la chance de travailler sur la marque Jeep en Asie. Waouh, c'est quand même sympa de lancer le Wrangler. Et puis Citroën, bien sûr. Je suis très fier de ce que j'ai fait chez Citroën. Et puis j'adore. Et Renault, moi, c'est quand même la moitié de ma vie professionnelle. Hein, parce que j'ai passé 10 ans au siècle dernier. Là, je suis revenu depuis 3 ans. Renault, là, je sens que là, ce qu'on fait sur R5, c'est vraiment passionnant. Bon, on verra ça. Mathieu. Bon, Bah, j'ai beaucoup parlé, je Mais Non, justement, non. ça m'inspire deux choses parce que vous êtes un car guy et je crois que l'industrie automobile a manqué de car guy depuis 20 ans. Donc, on ne se laisse pas dicter par les cabinets de consultants. Vous venez de le dire, c'est quand même quelque chose qui doit être rapporté. Et puis, à la fin, il y a un client. Et sur le client qui est désireux d'acheter une voiture qui, pourquoi pas, lui plaise, je dirais qu'il y a eu deux mots. Parce que vous parlez d'instinct, mais moi, je parle de sincérité également. Et je vais faire une remarque sur Renault d'il y a 15 ans, lorsque Renault lance la Zoé, où le groupe est un peu schizophrène. Je la fais tout de suite, parce que lorsque le groupe lance la Zoé, on promeut l'automobilisme électrique contre l'automobilisme classique. Et donc, on n'a pas compris que de toute façon, chez les opposants de l'automobile, ça reste une automobile, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit thermique. Et donc, cette opposition n'avait pas été comprise au sein du groupe. Et auprès de certains de vos collègues dans les hauts postes, je me souviens de discussions mais qui étaient surréalistes. Non, non, on ne fait pas une voiture. Ah bon? Pas une voiture, mais on ne fait pas une voiture, on fait quelque chose qui ne pollue pas. On en est revenu. Et évidemment, il y a des enjeux terribles aussi là-dessus. Mais on produit une civilisation automobile. Et pourquoi en avoir honte? C'est là la question. Et je pense qu'il y a des vrais arguments, et donc il faut être sincère dans l'argumentation autour de l'objet sensationnel qui crée des sensations et qu'il s'agit de réinstiller dans un monde où il y en a de moins en moins. Mais ça, c'est très juste. Hein. Ce que vous dites est très, très juste. En fait, un client achète une automobile et sur 100 ans, le powertrain a évolué. C'est-à-dire qu'il est né, au début, il y avait de l'électrique. Hein. La jamais contente, il me semble, était électrique, hein, c'est ça. Ensuite, il fut essence. Il fut ensuite diesel. Il est devenu électrique. Il y a une étape intermédiaire qui fut le plug-in hybride, qui est le full hybride, le mild, ce que vous voulez. Et puis demain, il sera peut-être hydrogène et peut-être solaire. Enfin, on n'en sait rien. Mais à la fin, ça reste une voiture. C'est une voiture. Et l'erreur de tous les consultants que j'ai rencontrés, etc., et qui a assez contaminé les états-majors de grandes marques, ça a été de faire croire aux équipes, probablement aux journalistes aussi, c'est que les voitures électriques, ça n'intéressait pas les gens. Et c'est pour ça que certains constructeurs ont fait des gammes parallèles, changé les noms, dessiné des voitures qui ressemblent à des poissons. Mais les gens, ils veulent des voitures. Ils veulent des voitures. Donc, il faut leur donner des voitures. Et si c'est électrique, c'est électrique. Si demain, c'est hydrogène, c'est hydrogène. Et si après-demain, c'est solaire, ça sera solaire. Et peut-être un autre truc que je ne sais pas parce que je serai mort. Donc, si vous voulez, c'est super important. Et vous l'avez bien dit, ça ne se dit pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous l'avez dit, donc c'est bien, on vous attribuera ce propos. Mais c'est juste, vous avez raison. Et moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Avant de conclure, vous travaillez beaucoup avec les gens du rétrofit, Arnaud Belloni. C'est-à-dire Renault, on pense au Renault 4, Renault 5, etc. Mais tous ceux qui font à Cassis, là, le rétrofit de voitures anciennes, 2 chevaux, Méhari, etc. Ça s'inscrit dans ce mouvement ou pas? Oui, alors après, on ne peut pas se rationaliser, c'est assez marrant. Moi, j'aime beaucoup lire les articles dans les journaux qui sont souvent très bien écrits, parfois très mal écrits. Mais ce qui est super, c'est de lire la post-rationalisation. Alors, on nous parle d'obsolescence programmée, de redonner vie aux produits. Donc, bien sûr, ça s'inscrit dans cette tendance, c'est évident. De redonner vie aux produits qui ont existé. Quelque part, c'est rendre service à la planète, qui sont déjà là. Pourquoi les détruire? C'est vrai que c'est dommage. Bon. Donc, moi, j'avais, dans ma vie d'avant, chez Citroën, travaillé ce sujet avec Xavier, qui est dans la salle, sur la Méhari, entre autres. Et en arrivant chez Renault, il se trouve que dans mon équipe, j'avais le patrimoine, ce qu'on appelait le patrimoine. J'ai beaucoup d'expressions. Bon, ça ne s'appelle plus comme ça, mais en gros, les voitures de collection, l'histoire de la marque. Et donc, on a dit Renault 4, Renault 5, Twingo, il faut qu'on les rétrofite tout de suite. Donc, on a regardé comment faire, on a regardé en Hollande, on a regardé en France, on s'est dit, bah, on est français, on va le faire en France.
Donc, on a travaillé avec une société que vous connaissez tous, c'est Airfit, qui avait une solution. Donc, nous avons été, François dans la salle le sait très bien, donc on est homologué officiellement. Donc, on a nos homologations pour la R4. Et ça marche, hein. Et ça marche. On a nos homologations pour la R5, un an après, et nous travaillons pour homologuer la Twingo 1. Là. Parce que la Twingo 1, c'est un gros potentiel. Hein. Il y a beaucoup de Twingo en France et en Europe, donc en termes de perspective commerciale, il y a plus de business possible sur la Twingo 1 que sur la R4 et la R5. Ou sur la Méhari ou la 2 chevaux, c'est sûr. Non, la 2 chevaux, il y en a encore. Oui, gros potentiel. D'accord. Donc, le rétrofit, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de prendre votre véhicule de collection, d'équiper d'un moteur électrique, et vous avez tous les avantages du moteur électrique, c'est-à-dire très peu de bruit, on croit qu'il y a pas mal de bruit de roulement sur ces voitures-là, et puis pas d'émissions de CO2, et puis vous connaissez bien aujourd'hui les avantages. Donc on l'a fait, on y croit. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer, hein, c'est pas un énorme potentiel, ça reste quand même assez cher, parce qu'en fait, souvent ces véhicules sont quand même dans un état de fragilité. Les voitures des années 70, 80 n'étaient pas aussi robustes qu'elles le sont aujourd'hui. Donc il y a pas mal de remise en état des véhicules à faire. Ensuite, on les équipe. Donc ça a quand même un coût. Ce n'est pas un produit universel. Ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, en fait. Même s'il y a des aides, c'est plutôt bien fichu. Et que donc on l'a au catalogue. Et que j'y crois. Et que nous y croyons. Un mot de conclusion avant les questions. Est-ce que vous pensez, vous tous, que c'est une simple mode ou est-ce qu'on va s'installer durablement dans ce mouvement de rétrofuturisme, Romain? Non, moi je pense que c'est un phénomène qui va durer parce que ça revient à tout ce qu'on disait, c'est qu'on a besoin d'aller chercher des émotions, de se rappeler des choses qui évoquent des bons souvenirs. L'automobile a toujours une cote de sympathie, peu importe ce qu'on veut nous faire croire, il y a toujours beaucoup de passionnés. Je pense aussi que la nouvelle génération, alors bon, moi j'ai 40 ans, mais bon, je vois quand même qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, y compris quelques-uns dans la salle. Et qui viennent à Rétromobile. Qui viennent à Rétromobile. On a de plus en plus de jeunes. On avait un âge qui était plutôt aux alentours de 55-60. On est plutôt en train de descendre autour de 50 ans. Mais ce que je vois, c'est que les jeunes sont toujours intéressés. C'est juste qu'ils consomment un peu différemment le produit automobile. Excusez-moi. Et l'exemple que j'aime citer, même si récemment, ils ont, un peu comme les Daft Punk, ils ont annoncé qu'ils se séparaient, mais les deux jeunes de chez Villebrequin sont devenus un phénomène incroyable. Et il n'y a pas si longtemps, ils ont fait une vidéo sur un Lada Niva qui a fait 1,5 million de vues. Lada Niva. Bon. Non, mais c'est une icône. Bon, c'est une icône aussi, d'ailleurs. Bon, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est mon Lada Niva. Donc, du coup, je connais bien le sujet. Voilà. Et donc, j'ai travaillé. Bon. Et du coup, voilà. Bon, ils ont fait une vidéo et j'ai été estomaqué de voir le jour où c'est sorti. Il se trouve que dedans, ils mentionnent mon nom. Et le nombre de personnes de mon entourage, j'aurais jamais pensé qu'ils étaient intéressés une seconde par le sujet de l'automobile, qui m'ont contacté en disant ah, ta voiture est chez Villebrequin, c'est incroyable et tout. Donc c'est juste que est-ce qu'ils vont continuer à s'intéresser sur de la Bugatti, de l'Hispano Suiza, sur des choses comme ça? C'est des questions qui sont extrêmement complexes et oui, il y a des jeunes qui s'y intéressent. Mais voilà, sur le salon, est-ce que le Youngtimer a sa place? Évidemment, on est dans de la passion automobile. Mais voilà, ils vont consommer dans le futur l'automobile d'une façon un peu différente. Mathieu, d'un mot, simple mode ou... D'un mot, c'est très frustrant parce que je pense qu'il faut vraiment prendre le sujet au sérieux. Ouais, prendre le sûr, sujet au sérieux dans une dimension qui n'est pas que patrimoniale, archaïque, historique, vous avez bien compris. Et lorsque Mobiliance, la FIEV, la PFA, l'ACF se mobilisent pour une cité des mobilités en Ile-de-France qui serait un porte-avions annuel parallèle aux événements formidables que sont Rétromobile ou le Mondial, qui sont ponctuels, qui nous occupent une semaine ou 15 jours, je pense que là, il y a une opportunité à ne pas rater. Parce que l'appétence de la société pour l'automobile, elle est là, on adore la bagnole. Il y a des éléments quand même qu'il faut inscrire dans le dur. Il y a des projets, il y a des choses, il y a des pilotes à la faire. Je pense que l'association que préside Robert Poirard mérite justement d'être soutenue dans ce sens et d'être prise au sérieux, parce que c'est ce que vous disiez, c'est ce que Romain pointe également. Le public, il est là. Absolument. Arnaud, on est parti pour de longues années dans le rétrofuturisme chez Renault.
Le néo-rétro et le rétro-futurisme, c'est du bon sens. D'accord. Donc, le bon sens, c'est pas à la mode, c'est un signe d'intelligence. Okay. Donc, soit on n'y croit pas, bon, tant pis, soit on y croit et en général, ça fait des succès. Après, ce que j'expliquais, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il faut construire, il faut faire de la R&D, il faut inventer les icônes de demain et les solutions de demain. Il faut aussi rappeler que tout dépend des patrons des groupes automobiles, parce que on aurait très bien pu faire une saga R5, Renault 5, de 1972 jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas été fait parce qu'on a eu combien de patrons chez Renault depuis 1972? Non, mais c'est pas. En fait, en l'occurrence, c'est même. Vous voyez, c'est intéressant, c'est ça, c'est le contre-exemple en réalité. On aurait pu avoir une saga R5 avec 7 générations de R5. Entre-temps, on a inventé quelque chose d'autre qui est Clio. Oui, c'est ça. Hein. Qui n'a pas de démérité. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est la vie. Mais si on avait gardé la saga R5, je pense qu'on aurait vendu plus que 16 millions. Oui. Merci pour tous ces éclairages. Vos questions à disposition, allez-y. On vous attend. François Roudier, tout en haut. On est passionné. Quand on est passionné, c'est mieux de s'arrêter. Oui, moi j'ai une question pour les trois. Alors vous savez que je m'intéresse toujours aux bizarreries. Je suis parrain de l'Opel Classic Club de France. Donc, vous voyez un petit peu comme c'est bizarre. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que la moitié des adhérents sont des jeunes qui ne s'intéressent qu'aux voitures des années 90. Donc je dirais même, c'est pas du Youngtimer, c'est du pré-Youngtimer. Et comment vous pensez chacun de vous, dans vos métiers, aborder ces gens, ces jeunes qui sont des fans, mais qui voient dans des voitures iconiques, des Renault Laguna 2, des Frontera. Opel hier a annoncé que son nouveau dérivé du 3008 Stellantis s'appellerait Frontera. Donc on voit que ça continue dans cette idée-là. Comment on peut aborder cette génération qui voit dans les années 90 leur passé? Est-ce que c'est jouable ou pas jouable, à la fois dans le rétromobile, à la fois à l'université Mathieu, que tu traites, et toi, Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer? Ce ne sont pas forcément des acheteurs tout de suite, mais ils le seront plus tard. Arnaud? Non, mais moi, ça m'émeut, en fait. Enfin, excusez-moi. Hein, sincèrement, je trouve que... C'est Opel, c'est ça que tu disais? Opel Frontera, oui. Mais attends, l'Opel Manta, c'est incroyable. Non, moi je pense que chaque constructeur doit faire un travail sur lui-même pour regarder, je ne veux pas faire les consultants, mais chaque constructeur doit faire un travail sur lui-même pour faire un peu l'inventaire de ce qui a un potentiel d'icône et de se dire est-ce que ça peut correspondre à une réalité pour le client d'aujourd'hui et un potentiel succès commercial, parce qu'on n'est pas des artistes, hein, il faut que ça marche. Et voilà, donc moi je ne suis pas très étonné. Hein, personnellement, moi, je suis un peu comme ces gens-là, même si je suis plus vieux. Moi je rêve qu'on ressorte la Fuego et la Renault 17. Hein. Ouais. Je dois être à peu près le seul, mais j'en rêve. C'est instinctif. J'en rêve, c'est instinctif, quoi. Donc je comprends ces jeunes-là, je les comprends. Je les comprends, mais je ne sais pas si... Mathieu, sur les Youngtimers? C'est une manière de sensibiliser à autre chose qu'un écran, à cet objet sensationnel. Lorsque vous y avez fait allusion avec Hervé Poulain, on cherche une anthologie des grands textes automobiles qui finalement puisent à ce qui a été essentiel dans le goût de l'automobilisme au début du XXe siècle et qui demeure, qui perdure, bien évidemment. Eh bien, on fait un pas de côté par rapport à une société qui est une société de l'asservissement. On commence à le mesurer. Mais l'automobile, qu'elle soit une Opel, et on le voit bien dans le club auquel tu participes, des amicales, mais enfin le week-end, c'est une autre vie qui vous est promise que celle d'un jeu vidéo. Premier instrument de liberté. Mais bien sûr. Dans toute l'histoire. Romain? Alors, très rapidement, je vais mentionner deux choses. Je vais juste rebondir sur ce que disait Arnaud. J'ai eu la chance de rencontrer sur un autre salon Techno Classic ASN, pour ceux qui le connaissent en Allemagne, le responsable du musée Opel. Et donc, très content, je suis présenté, on échange nos cartes, et je lui dis, mais Opel, c'est génial, venez à Rétromobile, il y a tellement de choses. Puis en plus, c'est un sujet qu'en France, ça n'a pas été traité. Donc, on apportait vraiment une nouveauté. Et je lui ai dit, il me dit, oui, c'est évidemment pas moi qui me gère des salons. Voilà, je lui ai dit, est-ce que vous avez un contact marketing? Je vous
garantie à cette réponse, il m'a répondu non. Et donc, en fait, le musée Opel ne connaît pas le marketing. Et je pense que c'est le succès de Renault en ce moment, c'est que les deux sont liés. Et c'est ce que Arnaud appelait le bon sens, c'est que c'est du bon sens d'aller regarder dans son musée ce qu'on a déjà en stock avant d'aller imaginer tout et n'importe quoi. En fait, techniquement même, je ne sais pas si tu le sais, la collection, en fait, m'est rattachée. Enfin, Oui. c'est pas une histoire de chef, on s'en fout, mais c'est ce que je veux dire, c'est que Bien c'est sûr. technique, elle m'est rattachée. Et ça, c'est un truc que j'ai demandé en arrivant. Parce que tu te souviens, Xavier, c'était pas le cas chez Citroën. Alors, des fois, il y avait un peu de baston d'ego, mais on travaillait bien ensemble. Et là, pour éviter tout problème d'ego, technique, de perte de temps, elle m'est rattachée. Et c'est pour ça que on a décidé de... Et moi, j'ai fait un choix, je le reconnais, qui peut rendre peut-être des fois les historiens un peu nerveux. C'est que moi, pour moi, la collection Renault, c'est pas un truc d'historien. En fait, c'est ça, c'est de l'ancrer dans la pop culture. C'est de l'ancrer dans la modernité. Plus on utilise les collections, le travail de nos aînés pour le projeter dans le présent et la modernité, plus ça devient moderne, plus ça devient cool. Et ce que Luca, il n'y a pas besoin de lui expliquer, ce que Luca a compris depuis très longtemps, comme peu de gens dans l'automobile, c'est que il n'y a pas besoin de IA ou de NFT pour avoir l'air cool. Il le faut, bien sûr. Mais le passé peut devenir un instrument de construction de modernité. C'est assez étrange, c'est un paradoxe presque, mais c'est la réalité. Et je pense que, je vous donne l'exemple d'avoir mis au même endroit la collection et les produits dérivés, ben c'est logique, puisque 50% des revenus, c'est les miniatures. Les miniatures, c'est les voitures du présent, les voitures du passé. Les collections qu'on développe sont inspirées de l'histoire de la marque. Et, voilà. Et ça c'est valable pour les voitures, mais pour les avions. Donc, on n'a pas répondu à la question. Donc, à Rétromobile, puisqu'on aura Renault, on aura un avion, le Caudron Rafale, et donc on aura tous les objets dessinés par le designer de l'avion, qui était Marcel Riffard, que tout le monde connaît. Et Marcel Riffard, il a dessiné il venait de chez Caudron. Il est ensuite rentré chez Renault, puisque Renault a racheté les avions Caudron, en 1933. Et ensuite, il a dessiné tout un tas de Renault étranges qui ont battu des records les plus insolites les uns les autres. Et toutes ces voitures seront réunies autour de l'avion. Pourquoi? Parce qu'on lance dans les jours à venir la voiture Rafale, qui rend hommage à cette période-là. Et puis, on va révéler les futures couleurs. Alors, ça paraît futile, mais en fait, c'est hyper important pour le succès de la voiture. Les futures couleurs de la R5, qui sont des couleurs pop des années 70. Flashy. Très, très pop, je peux vous dire. Je pense que si vous connaissez Ben Simon ou Sarah Lavoine, vous n'êtes pas dépaysés. Et c'est l'audace, parce que les voitures sont grises, noires, blanches, et la Twingo avait déridé un peu le métier. Et là, la R5 va sérieusement dérider, parce que les couleurs sont puissantes. Voilà. Le tout dernier point que je voulais vous dire, c'est donc pour terminer aussi sur cette notion de new timer et pour regrouper entre le timer et les jeunes, c'est que l'an passé, quand je suis arrivé, j'ai pris une décision qui a été un peu décriée au tout départ, c'est que j'ai décidé de monter une expo sur le van life. Des vannes trafiquées par des jeunes, repeints des fois à la bombe, et on a exposé ça à Rétromobile. Donc je vous C'est la cache pas passerelle. exactement. Et je vous cache pas que des collectionneurs de Bugatti me sont tombés dessus en disant voilà, celui qui est le nouveau directeur, et ça part en sucette. Bon. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu dans cette expo? On a vu beaucoup de jeunes, mais pas que. Je me souviens avoir vu David Wells, qui est le président de la Fédération anglaise des véhicules de collection, qui doit avoir 70 ans, etc., qui est venu me voir en me disant « Ah, c'est super !» Je lui dis « Qu'est-ce que tu as aimé sur le salon ?» Les 5 premières photos qui montent, c'était Van Life. Et parce qu'en fait, une fois de plus, c'est des histoires, c'est du voyage, c'est des souvenirs, c'est des émotions. Les routes. Et c'est un sujet qui est extrêmement contemporain, surtout après ce qu'on a connu avec le Covid et les confinements. Et donc, cette année, on aura de nouveau une petite zone Van Life. Et je peux vous garantir, je vous invite à aller voir, c'est dans la zone 3. On aura quelques jeunes qui seront là, etc. Et vous allez prendre une piqûre de bonne humeur et ils sont absolument fantastiques. Tu avais une estafette incroyable. Une L'année estafette. dernière. Ah oui, l'estafette. Avec le Autre toit, icône. c'est génial. Autre icône. Question, oui. Robert Poinard, président de la Cité de l'Automobilisme. Ma question est la suivante. Nous
nous avons observé que les différents constructeurs automobiles communiquaient d'une manière tout à fait séparée, ce qui est normal, sur leurs produits, leurs technologies. Mais dans chacun des pays, notamment des pays européens qui sont, l'Europe étant le berceau quand même de l'industrie automobile, eh bien, il n'y a pas de communication sur cette histoire de l'automobile d'hier, d'aujourd'hui et de demain avec les savoir-faire des uns et des autres. Chacun est dans son silo, si je puis dire, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en liaison avec la PFA, le CCFA, l'Automobile Club de France, la FIEV, nous avons conçu cette idée de la cité de l'automobilisme qui pourra naître prochainement, nous l'espérons, sur le site d'Euro Disney. Mais la question que je vous pose, c'est, bon, nous sommes les premiers à avoir conçu cela, on a un peu de difficulté à le faire sortir pour des raisons d'urbanisme, mais ça va sortir. Pourquoi chacun des pays et chacun des constructeurs tient à rester dans son silo et ne pas avoir, je dirais, une communication grand public sur les mérites de ces constructeurs, les talents de nos ingénieurs, les talents de nos designers qui mériteraient une très large communication eu égard à l'appétence du public pour la voiture, pour la bagnole, comme dirait Pompidou. 30 secondes, et après, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse à ma droite. Pour la première année sur Rétromobile, on commence le montage demain, donc c'est imminent, on crée une zone entreprise du patrimoine vivant. Ça ne s'est jamais fait. Du coup, on a passé toute l'année à aller identifier ces entreprises en France. On a beaucoup de chance de les avoir. On a Radiateur Touraine, qui est un des derniers à faire des radiateurs pour les avant-guerres. Les Malles Bernard, qui continue de faire des malles, d'ailleurs, qui avait fait une collab avec Citroën aussi il y a quelques temps, etc. Et donc, on les a regroupés. Symboliquement, on va les mettre en lumière avec Mathieu Lustrerie, qui fait des lustres absolument magnifiques, qu'on va superposer au-dessus de la zone, qui est également, lui, PV. Et donc, on a vraiment une volonté sur le salon de regrouper ces savoir-faire et de mettre en avant l'excellence à la française. Ça, c'est notre initiative à nous, à notre petit niveau sur Rétromobile. Et après, sur une initiative à plus grande échelle, je laisse mes camarades répondre. Étant impliqué au premier chef dans ce projet, qui est une fédération, encore une fois, d'intérêts d'une filière, ça a été redit hier au vœu Mobiliance, qui n'est pas solidaire, qui se voit sur des bottom line de fin de mois. Et ça peut se comprendre, bien évidemment, mais comme un rival immédiat d'un autre auquel il s'agirait de prendre une part de marché. Non, l'intérêt, il est beaucoup plus sérieux que cela. Il est global. C'est un intérêt de réarmement, je vais le redire, mais industriel, patriotique, patrimonial et historique. Et c'est là que l'histoire n'est pas un adjuvant. C'est là que l'histoire est un fondement, et c'est européen, l'automobile, c'est français. Enfin, il y a quand même des éléments là où on se prive, on se tire une balle dans le pied. Arnaud, il faut communiquer vraiment. Alors, je ne sais pas si je vais répondre spécifiquement à la question de M. Ponard, mais en tout cas, je vais essayer d'y donner un élément de réponse. D'abord, sur la marque Renault, depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a effectivement fait un premier truc qui est de réintégrer la collection dans un monde contemporain. Premier point. 2, on a pris une décision très forte et osée, qui est de rester sur les Champs-Élysées. Donc, ça m'a valu 6 mois de bataille avec le soutien de Lucas. Alors que tout le monde s'en va. Alors que alors nous, on était les premiers à y être. D'autres sont venus par opportunisme et sont repartis. Mais si vous voulez, la mode, c'était de partir. Et nous, on a dit, mais on va rester. On va rester parce qu'on est français. On va rester parce que on a nos emplois en France. On va rester parce que la France, Renault, c'est la première marque française vendue dans le monde. On doit être sur les Champs-Élysées. Et c'était un choix de Louis Renault à l'époque et de ses frères. Donc, on va y rester. Donc, on a présenté le projet au mois de décembre. Le projet est incroyable. Il sera ouvert après les JO parce que c'est compliqué de faire des travaux pendant les JO. On a mis un peu de temps à obtenir les permis de construire. Enfin, vous connaissez ça tous, vous avez fait les travaux chez vous. Voilà, mais on va être prêt. Donc, et là-dedans, on va exposer des éléments de patrimoine, mais aussi des éléments de modernité.
3, Rien à voir avec le pub Renault, pardon. ça rendra un peu hommage à ça. D'accord. 3, mais le projet est sublime. 3, moi, en arrivant au bout d'un an, là, dès la première année, fin 2021, j'ai mis en ligne un musée virtuel accessible du monde entier. Parce que le problème de la collection, c'est qu'elle est privée, elle n'est pas accessible, on ne peut pas y aller. Donc, je voulais la donner au plus grand nombre. Donc, j'ai fait, avec les équipes de Flin qui gèrent toute la collection, on a fait scanner, avec une technologie moderne, l'extérieur et l'intérieur des voitures. Donc, les gens peuvent rentrer dans les voitures. 90 voitures ont été scannées, sont maintenant en ligne. Ça s'appelle The Originals. C'est un musée en ligne et qui est très fréquenté. Alors vous allez me dire, mais c'est chiant, c'est pas physique. Oui, mais c'est déjà ça. Et je peux vous dire que personne va aller voir le musée. Ouais. Donc au moins, tout le monde peut y aller. Et c'est gratuit. Ensuite, on travaille sur un projet confidentiel dont je ne peux rien dire, mais qui est, je pense, une assez bonne réponse à la question. Et puis surtout, on fait le boulot. C'est-à-dire que moi, j'en suis à 3 campagnes de pub où où on témoigne notre amour de la France et notre responsabilité de constructeur d'origine française. Et ces campagnes sont connues, elles ont été primées, elles se passent à la télé, à des heures de grande écoute. Elles sont passées même entre les 2 tours du débat présidentiel, là où tout le monde se débine en général. Donc, on fait notre boulot. On vous verra beaucoup au JO. Pendant la période JO, on vous verra beaucoup en télé. Alors, ça, c'est le sujet tabou parce que vous savez que faut faire attention à ce qu'on répond. Les JO, c'est une organisation privée qui a un sponsor qui est japonais, Toyota. Donc, vous n'allez pas me voir pendant les JO. D'accord. Mais vous allez me voir. Très clair. Enfin, moi, c'est pas moi. Vous allez nous voir. D'accord. Moi, je serai en Charente. Plus calme. Autre question? Il nous reste 5-6 minutes. Ça a été trop parfait. On a beaucoup parlé. Hein. Ah, vous avez été Surtout trop vous, parfait. ouais. Alors moi, je recommande le livre de Barthes. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est en poche, ça se lit très bien. Ça s'appelle Mythologie et il y a l'automobile, mais il n'y a pas que l'automobile. C'est absolument formidable. Le livre de Mathieu, bien sûr. Redonnez-moi le titre, Mathieu. Mathieu et Hervé Poulain, La Fée automobile, c'est Voilà. le premier tome. Voilà. Et puis, Voilà. bien sûr, Rétromobile à partir du 31 janvier. Stand Renault. Pardon? Stand Renault. Stand Renault, bien Il y sûr. en a un, hein. Record à On va y battre. échapper. Combien d'entrées l'année dernière? 125 000, qui était la première édition de Retour à la normale après le Covid. Et là, donc, on pense qu'on peut aller, titiller, voire même faire un nouveau record. Donc, on vise la barre des 130 000, voire même un petit peu au-delà. On vous le souhaite. Merci à vous tous, en tout cas. Merci. Merci à vous.